Taiwan Semiconductor a entamé l'année 2025 sur une note exceptionnellement forte, affichant une santé financière robuste qui témoigne de sa position centrale dans le secteur technologique. La société a vu son bénéfice par action bondi de près de 54% par rapport à l'année précédente, une performance portée par une augmentation de 35% de son chiffre d'affaires. Cette dynamique s'explique principalement par une demande continue et vigoureuse pour les produits liés à l'intelligence artificielle qui a largement compensé, donc je parle ici de la demande, qui a largement compensé la saisonnalité habituelle plus faible du marché des smartphones. Un facteur déterminant de cette performance réside dans la composition de ses ventes. Les technologies avancées, c'est-à-dire les puces gravées en 7 nanomètres et moins, représentent désormais 73% du chiffre d'affaires global. Il s'agit d'une progression notable par rapport aux 65% enregistrés un an plus tôt. Ce glissement est stratégique, car ces semi-conducteurs de pointe bénéficient de marges bénéficiaires plus élevées, agissant ainsi comme un puissant moteur pour la croissance des profits. Donc, il faut se dire une chose, c'est une entreprise ici qui est de plus en plus... elle gagne de plus en plus d'argent, tout simplement parce que on a un segment ici qui nous rapporte, un segment ici qui a des marges très élevées par rapport à l'ensemble du groupe de manière générale. Donc, comme on disait ici, c'est que cette tendance devrait se poursuivre. Donc, les technologies avancées continuant de constituer une part croissante de l'activité, ce qui devrait mécaniquement soutenir la croissance ou la progression des bénéfices. L'élan positif devrait se maintenir au cours de la prochaine année. Donc, cette année, on s'attend à de bons résultats. L'année prochaine, ça sera sans doute à peu près la même chose. En tant que fournisseur principal du géant Nvidia, l'entreprise est idéalement positionnée pour capter la forte demande en plus dédiée à l'intelligence artificielle. Cette relation symbiotique est un gage de croissance future pour le chiffre d'affaires. N'oubliez pas une chose, ça reste un business cyclique, mais il y a une croissance séculaire dans tout ce marché-là. Donc, malgré ces perspectives favorables, certains obstacles potentiels pourraient se matérialiser. La situation concernant les droits de douane demeure une source d'incertitude susceptible d'influencer les profits, bien que l'envergure, donc la taille et le pouvoir des négociations de TSMC lui confèrent une certaine protection. Donc, rien n'est gravé néanmoins dans le marbre. Ok ? Il faut se dire une chose, c'est que pour atténuer les répercussions liées à d'éventuels tarifs douaniers, l'entreprise a annoncé son intention de renforcer sa présence aux États-Unis, ajoutant des sites de production en Arizona. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces sites-là seront aussi efficients, aussi rentables que ceux existant présentement à Taïwan? C'est la grosse question. Parce qu'ils vont également se heurter comment on dit ça? Pas la formation du personnel, mais il y a un manque de qualité, la qualité, ce n'est pas le bon terme ici. Il y aura un manque, on a un besoin de main-d'œuvre qualifiée dans ce segment d'activité-là. Et cette main-d'œuvre-là ne se retrouve pas facilement aux États-Unis. Il faut former le personnel. Est-ce qu'ils sont aussi compétents? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais il y a une chose qui est sûre, le coût du travail sera très élevé. Donc, c'est bien de construire en Arizona, sur le territoire américain, mais en termes de rentabilité, il y a de fortes chances que ce soit très différent par rapport à Taïwan. Par rapport à, on va dire ça par rapport à Taïwan, même si l'entreprise s'appelle Taïwan Semiconductor, mais voilà, basée à Taïwan. Mais il faut dire une chose, c'est que cette entreprise peut avoir un pricing power, notamment parce que c'est une entreprise qui est centrale ici à la production des puces les plus avancées, parce que la taille lui confère ici un pouvoir de négociation énorme. Par ailleurs, la menace d'un ralentissement économique mondial reste présente et pourrait conduire à tempérer les prévisions. La taille colossale de TSMC, moi je l'appelle toujours comme ça, d'accord, lui confère un avantage concurrentiel majeur, savoir les économies d'échelle. Plus on est gros, mieux c'est. Parce qu'on a tendance ici à la production d'une puce supplémentaire ici n'entraîne pas de coûts supplémentaires. OK? Donc, cette envergure lui permet d'optimiser ses coûts et ses processus de production, lui donnant une longueur d'avance sur ses concurrents. C'est pour ça que cette compagnie va avoir tendance à continuellement investir. C'est pour ça que les free cash flows sont généralement moins élevés même que les net income de manière générale. Mais on peut se dire ici que c'est temporaire parce que l'entreprise peut avoir des net income équivalents au free cash flow. Mais pour garder son avantage concurrentiel, elle doit continuellement investir. Pour le moment, ça se porte, c'est bien parce que le secteur est en croissance. Pourquoi est-ce qu'elle va ralentir au niveau des investissements? Donc,
Mais à un moment donné, on aura tendance ici, ces investissements auront tendance, les free cash auront tendance à ressembler au net income. Donc, si un concurrent, si par exemple Global Foundry, s'ils veulent, ou bien Intel, s'ils veulent concurrencer TSMC, il faudrait qu'ils investissent à peu près au même niveau. D'accord? Même ça, ça ne vous donne même pas la garantie de manière générale ici, parce que c'est une activité qui est très particulière. Il faut faire le moins d'erreurs possible. En tout cas, il y a des documentaires qui existent. Allez voir à peu près à quoi ressemble ici une usine de production de TSMC. Vous allez voir que c'est vraiment, c'est pas une usine comme vous pouvez le voir, toute poussiéreuse, etc. Déjà que la poussière, là, à ce niveau-là, c'est non, pas du tout. C'est vraiment, enfin, c'est un environnement qui est presque aussi safe qu'un, et même entre parenthèses, je dirais même que dans un bloc opératoire, on peut avoir un tout petit peu de poussière. Là-bas, la poussière, c'est vraiment, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Bref, cette envergure lui permet d'optimiser ses coûts et ses processus de production, lui donnant une longueur d'avance sur ses concurrents. Cet atout structurel devrait continuer à faciliter la réalisation de bénéfices supérieurs à la moyenne du secteur. En conclusion, TSMC affiche une performance actuellement impressionnante, tirée par une demande soutenue dans le secteur de l'IA et une orientation réussie vers les technologies à plus forte marge. Sa trajectoire de croissance semble bien définie, soutenue par des partenariats stratégiques, tout en étant consciente des risques externes comme les politiques tarifaires, le climat économique mondial. La société prend des mesures proactives pour les mitiger, enfin, pour amoindrir ces risques-là. Son avantage concurrentiel fondamental basé sur les économies d'échelle inégalées lui offre une base solide pour continuer à prospérer. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist ou bien dans ma watchlist? C'est ce qu'on va voir tantôt. Et je rappelle une chose, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez en description de la vidéo ici le lien vers le club. Dimanche prochain, j'organiserai ici un live afin de pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport au stock picking dans le club. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on revient ici au niveau de l'évaluation TSMC. On va faire le tour d'horizon de ce business de manière générale. Alors, on va faire ceci et voilà. Croissance des revenus, magnifique. Mais comme vous pouvez le voir ici, que ça ressemble clairement à un business qui est cyclique. OK? Enfin, c'est pas aussi cyclique que du micron-technologie, tout simplement parce que ça reste, même en période de ralentissement, l'entreprise a tendance à garder un niveau de chiffre d'affaires intéressant. Mais ça reste un business cyclique qui dépend de la commande des différents donneurs d'ordre. Et tôt ou tard, il y a un ralentissement. Ne l'oubliez jamais. Ensuite, marge brute. Les marges brutes ont tendance à être stables. Et ça, c'est une bonne chose. Même c'est un business cyclique, mais qui garde les marges brutes stables, même en période de ralentissement. C'est intéressant. Mais est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens également? Donc, déjà, avec ces différentes informations, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Et c'est déjà le cas. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Je pouvais regarder le chiffre d'affaires, la croissance de manière générale, mais vous remarquez ici qu'on a parfois des périodes de ralentissement. 1, 2, 3, et vous allez voir que ça va coïncider ici avec une possibilité d'opportunité d'investissement ici, on va le dire comme ça. Donc vous allez voir à peu près à ce niveau. C'est là, à chaque fois qu'il y a un ralentissement ici, vous voyez comme ici, voilà, ça peut toujours être intéressant. Donc, on continue. On regarde ici on compare les net income et les free cash flow. C'est bien d'avoir des marges brutes stables, etc. Mais si vous ne rapportez pas d'argent, ça ne sert strictement à rien du tout. Et quand on compare les net income et les free cash flow, on voit ici que les net income sont plus élevés. La grosse question, c'est le pourquoi. Et vous allez voir ici que le CAPEX, par rapport aux revenus, en termes de pourcentage, il est très élevé. OK? Il est très élevé depuis très longtemps. Donc, elle investit massivement, mais en réalité, elle n'a pas besoin de plus que ça. Elle n'a pas besoin de le faire pour maintenir les actifs. Enfin, pour maintenir juste maintenir les actifs actuels, elle n'a pas besoin d'investir autant. Donc, il y a énormément de CAPEX de croissance ici. Après, maintenant, si vous voulez poser la question, c'est quoi la différence entre le CAPEX de maintenance et le CAPEX de croissance? On se retrouve ici sur le prochain live. Ça peut être une question que vous pouvez poser ici. Donc, le lien en description de la vidéo dans le club. Donc, on continue. Maintenant,
On va comparer ici la dette nette. On n'a pas de dette nette, on a du cash net. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Pour un business qui est cyclique, c'est magnifique. Donc, elle a la capacité de souffrir. Je vous épargne ici le retour sur les capitaux investis et ça reste un business à capital N. Enfin, entre parenthèses, pour le moment, à capital intensif, regardez le ROIC. Il y a une métrique qui est encore plus importante, mais celle-là n'existe pas ici sur Coifin. Mais le ROIC est déjà assez intéressant ici. Et encore, on peut même l'ajuster de manière générale. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le ROIC, ça dépend de comment est-ce que vous le voyez. D'accord? Il y a toujours possibilité ici de l'ajuster en concert, surtout en enlevant ici les intangibles. Mais bref, ça, c'est déjà assez intéressant. Et surtout, la tendance. Regardez ceci. Donc, on a un ROIC à 20% en moyenne. Et ce n'est pas sur 1 an ni sur 2 ans. C'est au moins sur une vingtaine d'années. C'est magnifique. Magnifique. Ces business comme ça sont très rares. Très, très rares. Et donc, monsieur le marché, vu que ce business est très rare, avoir ce genre de rentabilité là est très rare, combien est-ce que le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On va le prendre ici par rapport au price to earning sur les next 12 months. En moyenne, monsieur le marché paye 15 fois les bénéfices, ce qui est totalement normal pour cette industrie. Sur les 20 dernières années, c'est à peu près 15 fois. J'arrondis toujours à 15 fois. Je ne vais pas prendre. Si vous voulez, vous prenez 14,7, etc. On ne cherche pas la précision ici. 14,7, 14,01, pour moi, je l'arrondis à 15 fois les bénéfices. 10 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices. Je remets toujours ici à 15 fois les bénéfices. 5 dernières années, monsieur le marché paye 20 fois les bénéfices. Donc, ça va se situer entre 15 et 20 fois les bénéfices. En période de grosse croissance, ici comme présentement, c'est 20 fois les bénéfices. Mais en moyenne, elle aura tendance à se situer aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. Vous pouvez également la regarder du point de vue cash flow opérationnel. Okay? Les cash flow opérationnels ont même tendance à être plus stables. Donc, je prends le price operating cash flow. Et je rappelle toujours une chose, quand vous voulez investir sur une compagnie, la partie chiffres, c'est intéressant, mais il faut donner vie à ces chiffres-là. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres. Donc, vous devez passer moins de temps à faire des valorisations et plus de temps à comprendre ce que l'entreprise fait vraiment, ainsi que les perspectives de croissance. Okay? C'est le plus important de manière générale, parce que c'est ça qui va vous aider à tenir en période difficile. Et à chaque fois qu'une opportunité d'investissement se présente, il y a un problème. Et soit il est temporaire ou il est durable. Dernièrement, c'était « ouais, mais la Chine va attaquer Taïwan, machin, truc ». Je vends Taïwan semi-conducteur. Aujourd'hui, le narratif est complètement différent, n'est-ce pas? Donc, faites attention aux gros titres dans les journaux. C'est pour ça que c'est important d'investir avec conviction. Sur les 10 dernières années, c'est 10 fois les cash flows opérationnels. Sur les 5 dernières années, 15 fois les cash flows opérationnels. 3 dernières années, c'est à peu près une dizaine de fois les cash flows opérationnels. Si on prend sur les 12 derniers mois, c'est une quinzaine de fois ici. Donc, ça oscille entre 10 fois les cash flows opérationnels et 15 fois les cash flows opérationnels si on est optimiste. Donc, vous pouvez l'évaluer par rapport aux bénéfices nets ou bien les cash flows opérationnels. Maintenant, si on va regarder au niveau de l'évaluation, disons qu'on va payer, on va être optimiste. OK? La croissance séculaire, elle est là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas de ralentissement ou bien de stagnation de manière générale. Ça reste un business ici prévisible. Donc, si, je dis bien si, on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2020, les cash flows opérationnels attendus en 2027, je vais les prendre par rapport aux cash flows opérationnels. Ça donne à peu près aux alentours de 17,85 $. Arrondissons à 18 €, à 18 $ par là. Donc, vous voyez ici que si monsieur le marché, 18 $, ok, 18 multiplié par 15, soyons optimistes. Vous avez vu, c'est oscille entre 10 et 15 fois les bénéfices. Si tu es pessimiste, tu mets 10 fois les bénéfices. Ok, je mets 15 fois les bénéfices. Plus 9 $ l'action. Je pense qu'on a 9 $, excusez-moi, pas 9 $ l'action, 9 $ de cash net ici. Je pense bien. On va regarder ça. Oui. Plus 9,42 $. Je peux prendre 9 $ ici, ça ne dérange pas plus que ça. Ça donne à peu près 279 $. Si on est optimiste, à 15 fois les bénéfices. Si on veut garder à peu près 15 fois les cash flows opérationnels, excusez-moi. Mais si on veut garder à peu près un certain équilibre, disons, soyons conservateurs ici, on va se situer à 10 fois les cash flows opérationnels,
qui est la moyenne sur une vingtaine d'années ici. Donc, 10 multiplié par les bénéfices nets attendus en 2027, je prends 18 ici, plus 9 $ à l'action de cash net, ça donne à peu près aux alentours de 189 $. Donc, je dirais que si on est, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée. OK? Qu'importe où vous, enfin, si vous le prenez, si vous êtes optimiste, ça va donner 270, mais comme je l'ai dit toujours ici, entre 270, 289, parfois certains vont dire oui, mais enfin 279 et 289, certains diront ouais, mais qu'est-ce que je dois choisir entre les deux? Si vous n'arrivez pas à faire un choix, coupez la poire en deux. Ça vous donne aux alentours de 234 de manière générale. La question qu'il faut se poser, parce que c'est bien de jouer avec les chiffres, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Je pourrais m'asseoir ici et vous dire non, je prends ça à 30 fois les bénéfices, ou bien 30 fois les cash flows opérationnels. D'accord? L'essentiel, c'est de justifier pourquoi est-ce que tu prends 30 fois. OK? Donc, la question ici, c'est de savoir, enfin, le plus important, c'est surtout de vérifier et de se rassurer avec des preuves palpables de manière génärale, que ce soit la taille du marché, la domination du business ici, la raison pour laquelle les concurrents sont en retard par rapport à TSMC et la raison pour laquelle elle sera incontournable demain. C'est de vérifier ici. Enfin, pourquoi est-ce qu'on pose ces questions? C'est juste pour voir si l'entreprise a le potentiel de maintenir ce niveau de cash flow-là. Même pas faire croître, juste bien maintenir sur les 5 à 10 prochaines années. Pour le moment, je pense qu'elle peut maintenir ces cash flows-là. Quel est le chiffre que je prendrai ici? Je vais mettre ça à 279 $ l'action. Parce que je pense que même en achetant du TSMC en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous puissiez récupérer vos sommes de départ. C'est la première chose. Un investisseur, avant tout, veut récupérer sa somme de départ. Avant même un potentiel, avant même de faire une plus-value. D'abord, récupérer le capital. Donc, la protection du capital est déterminante. Maintenant, personne n'est à l'abri ici des aléas liés à la géopolitique. Je ne sais pas à quoi va ressembler le combat entre la Chine et les États-Unis, etc. Ça, c'est quelque chose d'imprévisible. C'est la raison pour laquelle, en termes de pondération dans un portefeuille, il va falloir agir en conséquence. OK? Bref, du point de vue dividende, parce que j'allais oublier cette partie-là, pas que le dividende n'est pas intéressant, n'est pas important ou quoi que ce soit, mais je dis, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Elle a les moyens de continuer à payer ce dividende-là. Mais le dividende, vous devez le comparer par rapport au free cash flow. OK? Pour le moment, vu ces investissements ici, le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Tant mieux. Si on parle du point de vue bénéfice net, vu qu'elle elle reverse une grosse partie des bénéfices, bénéfices nets et dividendes ont tendance à aller dans le... Enfin, bénéfice net doit être... Enfin, free cash flow doit au moins être égal au bénéfice net, et sachant que le free cash flow est moins élevé que le bénéfice net en date d'aujourd'hui parce qu'on investit massivement, d'accord? Tout simplement parce que l'industrie est en pleine croissance et la taille compte énormément. Si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas les free cash flow en dividende, mais les bénéfices nets en dividende, ça donne ici à peu près aux alentours de 6% de rendement. Aujourd'hui, c'est 1%. Donc, il y a de grandes chances que ça continue à croître. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? C'est la question qu'on devrait également se poser quand on regarde ici. Non, pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister dans le futur. Bref, pour moi, je pense que TSMC a un très bel avenir. Même si ça reste un business cyclique, c'est un business extrêmement bien géré. Surtout dans une industrie pareille, dans une industrie aussi exigeante. Donc, dans ma watchlist, je vais la mettre à 279 $. Et vous savez, si vous me posez la question sur savoir, Thierry, quel est le prix qui, toi, va pouvoir t'intéresser, c'est en dessous des 200 $ à l'action. OK? 280 ou par là, ce genre. Donc, je dirais même que le prix actuel ne me dérange même pas. OK? Parce que je ne suis pas quelqu'un de... C'est 30 $ de différence. Ça ne va pas changer grand-chose. Surtout pour un business qui peut continuer à croître pendant plusieurs années. OK? Et donc, je viens ici, dans ma watchlist, je mets 200. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était en 2024 ici. 279, c'est semi-cyclique, on va le mettre comme ça. Et je mets la date d'aujourd'hui. Parfait. Donc, le lien vers la watchlist, vous pouvez retrouver ça soit dans le club, soit en description de la vidéo. C'est comme vous voulez. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, on se donne rendez-vous pour un live concernant le stock picking. Vous pouvez poser toutes vos questions, surtout pour ceux qui veulent aller plus loin que ça. OK? Donc, le lien en description de la vidéo, c'est dans le club, de manière générale.
Et pour moi, vous connaissez mon avis par rapport à TSMC, je me réserve royalement le droit de me tromper. Cette note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Maintenant, si vous voulez vous faire votre propre avis, faites le même travail. OK? Merci, au revoir.